Good Morning Business, Business Today. Bonjour Nicolas Brusson, on vous accueille pour plein de raisons. D'abord parce que, ça y est, vous êtes excédentaire, vous ne brûlez plus de cash. Exactement. Depuis l'an dernier, depuis 2023, bravo, parce que pour une entreprise qui a été créée il y a combien d'années maintenant en 2006, donc 2006, qui a vraiment démarré opérationnellement, on va dire en 2010-2011. Il faut quand même 12-15 ans pour devenir rentable. Alors, il faut 12-15 ans pour devenir rentable à l'international. Bon. On a une ambition internationale. Et vous avez brûlé combien de cash pendant ces 15 ans ? Si on regarde, c'est compliqué. Non, mais combien vous avez levé de capitaux, Il y a quasiment un bon 200 millions qui a été investi sur cette période, entre 200 et 250 millions. Bon, ça c'est derrière vous. Maintenant, on fait des bénéfices et on se développe. D'ailleurs, vous avez obtenu une nouvelle ligne de crédit de 100 millions d'euros. C'est pas vraiment une opération de capital, c'est des facilités bancaires. Non, exactement. Donc là, on passe d'un mode de financement par traditionnellement l'equity, où on se dilue et on a des nouveaux investisseurs qui rentrent et qui prennent le risque sur le futur. Là, quand on passe, donc c'est récent, on est profitable depuis à peu près un an. En gros, c'est 2023, première année réellement profitable pour la société. On peut commencer à se financer avec de la dette, ce qui est un financement assez classique pour les entreprises et qui permet de faire des financements non dilutifs. Mais évidemment, il faut pouvoir rembourser la dette, donc il faut rester profitable. Avec un chiffre d'affaires qui a augmenté de près de 30% l'an dernier à 253 millions d'euros. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant j'ai vu que, incroyable, en Inde et au Brésil notamment, vous êtes devenu ce qui est devenu le premier pays en termes de nombre de passagers, avec cette facilité de caisse, si je puis dire. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous allez où ? C'est quoi les prochains pays cibles ? Ouais, donc peut-être déjà, si on prend un pas de recul, c'est vrai qu'on a pris un pari à partir de 2012-2013, qui est un pari vraiment global. Donc on s'est dit, on va installer Blablacar en Europe et en dehors d'Europe, dans des pays tels que l'Inde, le Brésil, le Mexique, la Turquie, qui sont quand même des pays relativement compliqués et ça prend du temps. Donc une partie de la trajectoire, alors au-delà du Covid, la parenthèse Covid entre les deux, c'est que ça prend du temps de développer. Ça a pris plus de temps qu'on l'imaginait naïvement, j'ai envie de dire, au début, de développer l'activité dans ces pays. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, ça marche. Et aujourd'hui, on arrive à une dynamique où la moitié ou plus de la moitié des passagers transportés sur Blablacar sont transportés non pas seulement hors France, mais hors Europe. Et dans des pays tels que le Brésil, l'Inde, Mexique, Turquie, etc. Est-ce que c'est le même modèle partout ? Est-ce que, par exemple, comment ça se passe la répartition entre le covoiturage et la plateforme pour les autocars, par exemple ? C'est le même modèle et la même vision partout. En gros, la vision, c'est vraiment de devenir cet agrégateur de transport terrestre et de pouvoir trouver sur Blablacar, à terme, tout ce qui est transport terrestre, que ça soit de la voiture, du car interville, et à terme du train, et même combiner ces trajets ensemble. Donc maintenant, quand on regarde ça en Inde, dans les pays les plus récents, on va dire en Inde, au Mexique, au Turquie, on n'a que le covoiturage. Si on regarde ça au Brésil, on a déjà le covoiturage et le bus. Et si on regarde ça en France, on a le covoiturage, le bus, le covoiturage du quotidien, on ajoutera à terme le train, etc. Donc le modèle est le même, mais ça prend, il y a un temps de diffusion à l'international qui est relativement lent. Alors, on parle toujours de cette rentabilité désormais affichée. Une question quand même sur cette enquête du Monde et sur les fameux certificats d'économie d'énergie. Il n'y a rien d'illégal, c'est-à-dire que les groupes, notamment pollueurs, devaient donner une partie de leur profit à des entreprises qui leur permettaient quelque part de contribuer à l'économie de carbone. Vous en avez bénéficié. Ça représente aujourd'hui quelle part de votre compte d'exploitation ? Oui, ça part. Alors, je réponds à la question, puis après peut-être expliquer, parce que c'est quelque chose d'assez complexe et assez vieux en réalité comme dispositif. Ça représente, et ça a toujours représenté, si on regarde sur les 10 années passées, en gros 20% du chiffre d'affaires. D'accord. C'était la même chose il y a une dizaine d'années, ça oscille légèrement, mais en gros ça a toujours représenté à peu près 20%, donc 20% des... Donc c'est des chèques par notre Total Énergie qui Alors, représentent... la manière dont ça fonctionne, donc on parle des certificats d'économie d'énergie. Soit des cadeaux aux clients, c'est ça, avec des chèques carburant. C'est un mélange de tout ça, mais il faut comprendre que tout ça c'est dans un cadre très très large, dans lequel le covoiturage a été intégré, dans mon souvenir c'était en 2011-2012, mais le covoiturage est tout petit là-dedans, ça représente 2% des certificats, et le gros des certificats sont générés dans le bâtiment, typiquement quand on installe une pompe à chaleur, panneaux solaires, isolation des bâtiments, etc. Donc c'est un dispositif qui prend ses racines dans des directives européennes et dans une volonté globale de décarboner. Donc c'est un outil qu'on appelle souvent pollueur-payeur, qui met à contribution en effet les industries polluantes
qui ont une obligation d'acheter des certificats auprès d'industries décarbonées, dont, encore une fois, les pompes à chaleur, le covoiturage, etc. Donc on a mis ça en place en 2012. Les volumes étaient évidemment tout petits parce que le covoiturage était tout petit, et c'est quelque chose qui a grandi avec le reste de l'activité. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en effet des dispositifs assez complexes, qui étaient qualifiés d'opaques, c'est pas opaque, hein, c'est complexe. Opaque et complexe, c'est deux choses différentes, qui existent depuis une vingtaine d'années, et on n'est pas du tout sur l'argent du contribuable. C'est-à-dire que c'est vraiment en fait Total qui va acheter des certificats à des Blablacar. Et vous nous dites ce matin 20% de votre chiffre d'affaires, donc à peu près 50 millions d'euros. C'est l'ordre de grandeur. Et non pas 100 millions d'euros comme l'affirme Le Monde, par exemple. Non, alors après, ça dépend. Je ne sais pas exactement ce qui compte quand il parle de 100 millions, mais en termes de revenus, c'est ça. Ensuite, si on regarde l'industrie du covoiturage, ce que ça génère, les cadeaux aux conducteurs, etc., il y a peut-être qu'on arrive à des chiffres qui ressemblent à ça sur l'ensemble de l'industrie. Pour l'ensemble de l'industrie, mais pas pour... Parce qu'on représente que la moitié, oui. moins de la moitié du covoiturage domicile-travail. Hein. Donc il y a une industrie plus large derrière. Merci pour ces explications, Nicolas Brusson, directeur général de Blablacar, qui est notre invité dans Good Morning Business.